Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Bienvenue dans l'épisode numéro 60, donc le début de cette 6e saison où on va repartir sur des épisodes où on va interviewer des gens qui utilisent les outils no-code dans différents contextes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre de la Morinerie qui s'occupe du lancement des nouveaux produits chez Luco, qui est une très belle scale-up française que vous connaissez probablement, donc vous êtes même peut-être client. Et vous allez voir comment dans une entreprise à forte croissance comme Luco, ils gardent la possibilité, grâce aux outils no-code, d'expérimenter, d'innover, de tester des nouveaux produits avec une approche Lean Startup tout à fait exemplaire, j'ai envie de dire. Et vous allez voir que c'est vraiment très inspirant, d'autant que tout ça a été très réfléchi, a été très documenté, et tout ça est très partagé à l'intérieur de Luco, donc j'espère que c'est quelque chose qui vraiment fera une grande impression et se répandra un petit peu dans les entreprises, et même en dehors des startups, évidemment, vous le savez, l'objectif c'est toujours de démocratiser, et que ça ne soit pas réservé que aux sociétés les plus tech, et que toutes les autres puissent s'inspirer de tout ça. Allez, je vous laisse tout de suite avec cet épisode, et on se retrouve à la fin pour un petit débrief. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir pour le podcast de Contournement dans vos très beaux locaux chez Luco à Paris. Alors, ensemble, on va parler du no-code, évidemment, comment le no-code est arrivé chez Luco. Tu vas nous raconter aussi ce que c'est Luco, même si je pense que beaucoup de gens connaissent. C'est une très belle boîte de la tech française où toi, tu travailles au lancement des nouveaux produits. J'ai pas trouvé ton intitulé exact, mais tu vas nous dire, parce que j'ai vu que tu étais Head of PNC sur LinkedIn, donc tu vas nous dire ce que ça veut dire. Voilà, donc vous faites, donc tu lances des nouveaux produits et des nouveaux projets, grâce aux outils no-code notamment, dans une équipe qui est dédiée à ça. Enfin voilà, tu vas nous raconter tout ça, c'est hyper intéressant et j'ai hâte qu'on partage ça avec nos auditeurs. Et donc pour bien commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bien sûr. Salut Alexis, donc merci beaucoup à toi pour ton invitation. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui et donc du coup de partager comment Luco on a mis ça en place. Donc moi c'est Alexandre, j'ai commencé ma carrière donc chez AXA pendant 3 ans dans un bureau d'études, donc j'ai une formation en sciences actuarielles et après j'ai rencontré Raphaël au moment de sa levée de fonds en seed qui cherchait donc notamment quelqu'un pour s'occuper du lancement de l'assurance chez Luco en 2018 et donc moi tout simplement j'étais en charge notamment de m'occuper du lancement de l'assurance habitation chez Luco, de tous les lancements des nouveaux produits qui vont avec. Donc on est sur l'assurance habitation bien sûr, mais sur l'assurance sur les trottinettes électriques, etc. Donc je prenais ça en charge, je m'occupais aussi des opérations, donc notamment de la gestion de sinistres, de la résiliation des contrats, de tous les services qu'on peut aussi proposer donc liés à l'assurance. Et aujourd'hui, depuis maintenant 1 an, je suis dans une nouvelle équipe effectivement qui s'appelle la New Launch, la New Launch Team, dont le but est justement de lancer des nouveaux produits de façon hyper agile, de tester tout ça et de tester le market fit et du coup après de pouvoir le scaler si effectivement il y a une vraie traction qui est prouvée. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire Head of PNC ? Et du coup, Head of PNC, c'est vrai que c'est un peu un acronyme vraiment assurance. Donc, j'ai pas mis à jour mon profil LinkedIn depuis pas mal de temps maintenant. Ah, d'accord. Mais c'est Properties and Casualties. Donc, ça veut dire, c'est grosso modo Head of Insurance. Donc, c'est la personne qui s'occupe vraiment de l'assurance dommage. Voilà, c'est très, très actuariel, on va dire, comme terme. Ok, d'accord. Non, parce que dans ta signature, ça disait New Launch. Voilà, exactement. Donc ça, j'avais compris et puis on en avait un petit peu parlé. Exactement. Donc, maintenant, je dirais que mon job, l'intitulé de mon job, c'est New Launcher. C'est comme ça qu'on appelle ça chez Luco. Ok, sympa. C'est la première fois que j'entends ça. C'est intéressant. Non, mais c'est aussi lié un peu à justement aussi, j'ai l'impression, des métiers qui peuvent émerger grâce ou pas forcément avec du no-code, mais il y a aussi beaucoup de choses dans la manière de faire. Surtout dans les startups, notamment, c'est là où on innove beaucoup aussi dans la manière de faire, avec tous ces démarches de Lean Startup et de choses comme ça. Et donc, c'est cool que ça crée même des nouveaux postes, quoi. Exactement. J'avais juste une petite question, du coup, dans tes études, est-ce que tu avais fait un peu, je pose toujours cette question, parce que ça m'intéresse de connaître comprendre le background, un peu tech, est-ce que tu avais fait un peu de code, est-ce que tu avais fait un peu des bases dans ces choses-là ou... C'est une très très bonne question, effectivement, parce que ça joue beaucoup justement sur le no-code. J'avoue que moi de mon côté, donc, j'ai fait un peu de maths, j'ai une licence de maths, j'ai aussi fait l'ENSAE qui est une école de statistique. Donc oui, le code, j'en ai déjà fait, même si forcément c'était pas ma tasse de thé donc, en école, mais quand même j'aimais ça, j'aimais automatiser, ça m'intéressait, quoi, j'étais curieux.
D'accord. Donc oui, j'ai une sensibilité au code. J'ai fait pas mal aussi d'algorithmie donc chez AXA. Donc en actuariat, c'est quand même beaucoup d'algorithmie. Donc je baignais dans un milieu avec des chiffres, des algorithmes, des codes, mais pas au point d'un dev. Mais par contre, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup. Et pas du tout dans un contexte web, etc. Parce que souvent aussi les gens ils ont du mal à voir que aujourd'hui on parle beaucoup de code, etc. dans le contexte du web, faire des sites web et des applis, des machins. Mais en vrai, il y a plein d'autres choses dans l'informatique. Ce que tu dis, par exemple, les statistiques, exactement. etc. Toute la partie effectivement web, tech, qui est vraiment démocratisée aujourd'hui, je l'ai vraiment découvert chez Luco. Donc quand je suis arrivé, j'avoue que c'était un peu une petite baffe quand je suis arrivé, parce que forcément c'était plein de nouveaux sujets que je comprenais pas, mais du coup qui étaient hyper intéressants et qui m'ouvraient plein de possibilités. Ok, bah écoute, on reparlera de ça un petit peu après, justement aussi comprendre comment vous êtes formé à ces choses-là. Mais juste pour bien comprendre, tu l'as un petit peu évoqué déjà, mais qu'est-ce que c'est Luco ? Qu'est-ce que ça fait ? On connaît un peu, je pense, l'assurance habitation, mais un petit peu peut-être aussi l'historique. Et je sais qu'il y a des histoires d'objets connectés, des choses comme ça, parce qu'il y a un côté quand même très tech en fait. Comment vous avez un petit peu bouleversé ce marché, ou je sais pas si c'est le bon mot, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau Déjà, en 2 mots, Luco, c'est quoi ? Donc, Luco, c'est vraiment la première néo-assurance en Europe. Donc, aujourd'hui, on a près de 150 000 clients. On développe 2 axes. Forcément, l'assurance, parce que qui dit protection des foyers dit forcément assurance, donc pour notamment indemniser les sinistres. Et on développe aussi toute la partie qui est axée autour des services de prévention et de protection des foyers. Donc, vraiment, je dirais que l'ambition, la mission de Luco, c'est de protéger les foyers et faire en sorte que les gens se sentent bien chez eux. Protéger, c'est aussi, je sais pas, éviter les cambriolages, les feux, je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est ça. Exactement. Donc on développe beaucoup de partenariats donc avec des boîtes tech avec qui justement on aime bien travailler. On a aussi une entité qui est spécialisée sur les objets connectés et qui fait beaucoup de R&D là-dessus, qui développe des capteurs de porte, des capteurs des capteurs d'électricité, de compteurs d'eau, etc. Donc on a effectivement une grosse dimension tech qu'on cherche à développer chez Luco. Ok, c'est hyper intéressant. Et alors, comment le no-code un peu est arrivé dans tout ça au début ? Est-ce que toi, tu es là depuis le début, si je comprends bien quasiment. Comment c'est un petit peu arrivé ? Je sais pas, est-ce que c'était avec ce que tu fais maintenant, ou est-ce que c'était par ailleurs Je dirais que ça s'est fait en 2 temps. Déjà, je pense que par nature, une startup, elle était obligée de baigner là-dedans. C'est vital parce qu'elle a peu de ressources, peu de temps. Il faut qu'elle puisse se développer rapidement. Et pour ça, elle est obligée d'utiliser des outils qui soient mis à sa disposition assez rapidement. Et pour le coup, il y a beaucoup d'outils qui sont mis en place par d'autres startups, par d'autres boîtes, et qui mettent à disposition tout ça pour aider des jeunes boîtes, des jeunes pousses comme nous. Donc je dirais que dans un premier temps, c'était vraiment vital et ça s'est fait de façon très naturelle. Et après, dans un second temps, une fois qu'on est vraiment passé un peu dans une autre dimension avec effectivement des grosses levées de fonds, donc on a fait une série B à 50 millions d'euros. Là, on passe beaucoup plus dans une phase de scale-up. Donc on est obligé effectivement de pousser en fait tous nos projets de façon à ce qu'ils soient vraiment maintenables, automatisés. Et par contre, dans ce contexte, nous, on a toujours cherché à chercher l'agilité. Donc notamment avec la création de cette nouvelle équipe qui vraiment lance des produits de façon très rapide, efficace et agile. Et forcément, si tu cherches cette agilité, tu es obligé de passer par des outils de no-code qui sont certes un petit peu plus poussés. On a été obligé de chercher un peu plus, mais on a toujours cette ambition de tourner autour du no-code, quoi. Ouais. On va regarder, on va justement un petit peu voir après ce que vous avez fait avec. Mais juste pour qu'on comprenne aussi le contexte. Donc vous avez des devs, vous avez, comme tu disais, quand même vrai côté très tech, ça depuis le début de Luco, j'imagine. Est-ce que tu peux me dire déjà quand est-ce que ça a commencé, Luco ? Parce que j'ai du mal. Oui, c'est une très bonne question. Alors, Luco, ça a été créé en 2016 par Benoît Bourdel et Raphaël William. Et ça, c'est vraiment, en fait, l'essor de Luco, c'est vraiment fait en 2018, donc notamment au moment où on a lancé l'assurance habitation. Et ça, on a vraiment été innovant sur plusieurs facteurs, donc notamment par une assurance qui est vraiment 100% en ligne, avec la possibilité notamment de pouvoir gérer ton contrat vraiment en temps réel depuis ton espace client, en mettant vraiment l'accent sur la transparence. Donc on est hyper transparent sur notre modèle de rémunération. Donc là, les utilisateurs sont vraiment conscients de ce qu'ils vont acheter. On essaie d'être le plus clair possible sur les garanties, sur ce qui est couvert et pas couvert, et aussi par cette volonté aussi d'aller au-delà de l'assurance, donc de fournir un ensemble de services pour protéger les foyers. Donc je dirais vraiment que l'essor de Luco, c'est 2018 avec le lancement de cette assurance et toute la vision qui va avec. Et en termes de proportion, ça j'aime bien savoir toujours un peu combien il y a de devs dans l'équipe par rapport
peut-être aujourd'hui, quoi. Pas, ouais, ça évolue tous les jours, pour être franc. Chaque semaine, il y a des nouvelles têtes qui arrivent. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être entre 120 et 150. Et en termes de dev, je pense qu'on doit être autour de une trentaine, entre 20 et 30 développeurs. Et donc, j'imagine que leur effort à eux est concentré sur les produits actuels. Tout à fait. C'est un très bon point. Alors, à la fois, oui et non. Je crois que vraiment l'ambition de Luco, c'est de mettre des devs, de mettre de la technologie à tous les niveaux de la boîte. Donc on en a aussi effectivement pour les équipes business, on en a aussi pour les équipes clients, opérationnelles. On met aussi des ressources dev à la disposition des équipes centrales, donc tout ce qui est administration, finance, comptabilité, ressources humaines. Donc on a aussi l'ambition de mettre de la tech un peu partout. Alors bien sûr, l'effort il est vraiment accentué sur les équipes business et clients, forcément, pour pouvoir automatiser, parce que c'est là aussi où sont nos enjeux aujourd'hui. Mais voilà, donc on a vraiment cette ambition-là. Après, oui, d'un point de vue, si on regarde plus le business et les opérations, effectivement, c'est sur les produits cœur de métier, que sont notamment l'assurance habitation, qu'on met vraiment l'accent et où les ressources dev en fait travaillent sur des projets beaucoup plus long terme, on va dire. Et c'est intéressant parce que toi, quand tu parles d'opération, nous c'est un terme qu'on utilise un peu de manière générale et générique, tout ce mouvement d'ops. Mais chez vous, ça désigne aussi quand même quelque chose de très précis, si je comprends bien, qui est le support client, ou je sais pas, si tu veux. Exactement, il y a beaucoup de choses, hein. Donc l'assurance c'est quand même assez complexe, et encore une fois on offre beaucoup de services au-delà de l'assurance, donc ça désigne effectivement tout ce qui est support client, donc on a un service de chat en temps réel avec un objectif de temps de réponse de moins de 2 minutes. Donc ça c'est pour quoi? C'est genre les gens, je sais pas, je reviens chez moi, j'ai été cambriolé. Alors c'est tout ce qui est, je dirais, service d'assistance et des gestions de sinistres. Donc ça aussi, ça en fait partie. Il y a aussi de gestionnaires sinistres qui sont plus là pour vraiment analyser les dossiers. Donc ça c'est. Mais le service client, oui, c'est ceux-là qui sont notamment le point d'interaction central entre Luco et nos clients. J'ai une question sur mon abonnement. Voilà, exactement. Ça peut tout n'importe quoi. Voilà, un paiement, une souscription, un point qui est pas clair dans votre contrat. Ou, et puis et on a plein de choses aussi. Les opérations, c'est tout ce qui est le service de résiliation des anciens contrats. Donc nous, on offre la possibilité à nos utilisateurs de résilier pour eux et gratuitement leur ancien contrat. Donc forcément, ça nécessite de la logistique, ça nécessite aussi de l'automatisation. Donc on essaie d'avoir le moins on essaie de gagner le plus de temps possible là-dedans, d'automatiser, et donc forcément ça nécessite des ressources aussi là-dedans. C'est intéressant, c'est vraiment cet état d'esprit, ce mindset vraiment qu'on pourrait croire être dans toutes les startups, alors qu'en fait je pense pas que ce soit le cas tant que ça, mais de se dire ok, comment on peut mettre, quelle que soit la manière technique, quoi, après soit du code ou du no-code, mais dire il faut automatiser les choses. Et tu vois, par rapport à ce dont on parlait juste avant de commencer à enregistrer, ça aussi ça apporte, je trouve, une certaine résilience par rapport à des grosses boîtes qui ont des armées de gens qui vont aller faire des tâches manuelles, etc. Au-delà du fait que souvent c'est pas très gratifiant pour les gens. Dès que tu as un truc, tu peux plus venir au bureau, que tes ops s'arrêtent. C'est tout à fait exact. Ouais. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on n'a pas forcément l'ambition de tout de suite mettre des développeurs sur tous ces projets. On sait qu'on tâtonne un peu, on sait qu'on va apprendre. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche test and learn. Donc on teste, on apprend et ensuite, du coup, on scale dès qu'on sent qu'effectivement, on a trouvé qu'il y avait quelque chose. Donc je te parlais notamment des ressources ou en tout cas de l'ambition de mettre de la technologie à tous les niveaux de la boîte. Là, on essaie de mettre pas mal l'accent sur le no-code à tous les niveaux, que ce soit des ressources humaines, des designers, des ops, etc. On essaie de les former justement à des outils comme ça, du no-code. Et alors, justement, dis-nous en plus là-dedans. Je sais pas si tu as des exemples un petit peu de choses, peut-être avant d'aborder vraiment ce que tu fais avec ton équipe. Là, tu vois un petit peu dans les différents. Si tu as des exemples un petit peu dans les différents. Des exemples d'applications. Ouais, voilà, de choses, d'outils que vous utilisez ou de choses que vous avez automatisées peut-être. Bon, c'est très simple. Je prends l'exemple de Luco à ses tout débuts. Nous, il y a un outil qu'on utilisait beaucoup qui était Notion, par exemple, qui nous permettait notamment de recueillir, en fait, qui était en fait un recueil d'informations de la boîte et qui nous permettait en fait d'interagir en temps réel sur tous les projets. Donc ça a été hyper utile au tout début de Luco, notamment pour suivre son avancement. Au point de vue opérationnel, on utilise beaucoup Zapier, qui nous permet d'automatiser certaines tâches, notamment opérationnelles, et de façon beaucoup plus court-termiste. On utilise aussi également Bubble, donc c'est un outil qu'on a découvert assez récemment et qu'on aime beaucoup. Et avec ça, je sais pas, un exemple de projet qu'on a pu mener à terme, c'est Dr House, qui est un service de téléconsultation du foyer pour en fait te faire un diagnostic de l'état de ton bien immobilier. Ça, on a construit toute une interface via Bubble, par exemple.
Ok. Mais qui interagit après derrière avec vos systèmes. Exactement, oui, tout à fait. Okay. Tu parlais de Zapier. Est-ce que qui c'est qui met en place les automatisations, par exemple? Si, je sais pas, admettons, dans les RH, il y a un truc qui a été identifié, qu'on peut automatiser. Ouais, en fait, l'idée, c'est que vraiment chacun puisse être vraiment honneur de son sujet. Okay. On aime beaucoup ce qu'on appelle le hands-on chez Luco, donc c'est le fait que chaque personne, quel que soit son niveau, mette les mains dans le cambouis et du coup automatise ou en tout cas apprenne et mette en place son projet. Donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur la formation. Donc effectivement, si c'est un outil avec lequel tu n'es pas familier, forcément des personnes extérieures qui viennent potentiellement d'horizons un peu différents, ils arrivent chez Luco, on va aussi te former, on va t'apprendre, on va te montrer éventuellement les use cases. Et après, le but, c'est que toi, de ton côté, tu puisses mettre en place toi-même tes propres sujets et éventuellement, du coup, les pousser auprès de ton équipe. Et alors parle-nous justement maintenant un petit peu de toi, ton équipe, de ce que vous faites. Quand est-ce que c'est né ça? Enfin, on a bien compris, tu vois, c'est l'inspiration de ça. Est-ce que ça fait déjà longtemps? Est-ce que c'est récent? Ouais, c'est une très bonne question aussi. En fait, c'est assez récent. Ça date je dirais, d'il y a 6 mois à peine. Okay. En fait, on s'est vraiment rendu compte que, en fait, on est vraiment encore une fois dans une approche de test and learn. Donc, plus on avance, plus on apprend et plus on se rend compte qu'il y a plein de nouveaux projets, il y a plein de nouveaux projets sur lesquels nos clients nous attendent en fait. Et ils nous disent, voilà, je comprends pas pourquoi vous faites ça, pourquoi vous le lanceriez pas? Et c'est vrai que nous on se dit, oui, on peut, mais en fait, ça demande quand même des ressources, ça demande du temps. Il faut en avoir aussi des ressources dev pour pouvoir notamment déployer ces projets. Et donc du coup, on s'est dit, ok, on va lancer une équipe qui est hyper agile, qui va être capable justement avec tous ces outils qui émergent de nos codes, qui vont être capables de lancer ces projets-là rapidement, les tester, voire éventuellement s'ajuster en fait, apprendre de nos erreurs et s'ajuster et une fois que vraiment on a trouvé notre bon positionnement, là on travaille sur la scalabilité en passant tous ces projets-là donc à l'échelle de toute la boîte. Ok. Et alors, est-ce que donc tu m'avais partagé un projet qui c'est mri.luco.eu. Exactement. Que j'avais regardé un peu. Après, j'ai pas forcément tout compris le contexte, mais si tu veux un petit peu justement nous en parler, parce que ça, j'ai l'impression que ça illustre bien justement. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui est en ligne d'ailleurs que les gens peuvent tester. Exactement. Ça. Alors, en fait, nous, on s'est rendu compte que pour pouvoir améliorer la gestion des sinistres chez Luco, on s'est rendu compte qu'il fallait, qu'on voulait lancer un produit d'assurance pour les immeubles, notamment pour réduire le nombre d'intermédiaires qu'il y avait donc dans un immeuble. Donc quand tu as un sinistre dans ton appartement, généralement ça touche aussi bien tes parties privatives que tes parties communes. Donc on s'est dit très bien, on va lancer un produit d'assurance immeuble pour pouvoir du coup simplifier tout ça. Donc la question c'était forcément comment est-ce qu'on essaie de coller le plus possible à la vision Luco qui est de fournir tout un ensemble de services en ligne, 100% en ligne, avec un service client au top. Et donc là on s'est posé et puis on a essayé de chercher des outils. Donc on a beaucoup tâtonné, donc c'est quelque chose, on a reculé, mais finalement on a avancé. Enfin, il y a eu beaucoup d'allers et retours. Mais voilà, c'est vraiment un projet de souscription 100% en ligne et de gestion de ton contrat 100% en ligne de ton immeuble en fait. Ok. Et quand tu dis vous avez tâtonné sur les outils, c'est essayer de voir s'il y avait déjà des choses sur l'étagère qui pouvaient faire ça. Tout à fait. Avant de vous dire ok, on va le construire nous-mêmes. C'est exactement ça. En fait, nous la problématique c'était comment est-ce qu'on fait pour reproduire vraiment l'expérience client. Je pense que Luco, une de nos forces, c'est à la fois donc la facilité à laquelle les gens peuvent en tout cas comprendre ce qui se passe derrière notre produit. Et l'assurance, c'est quand même un secteur qui est très complexe. Et c'est aussi la capacité aussi à notre service client d'être là au bon moment pour répondre à vos questions et de façon quasi instantanée. Et donc, il y a beaucoup d'outils qui existent. On peut, il y a des typeforms, mais malgré tout, comment est-ce qu'on fait pour reproduire cette expérience client? Et ça, pour le coup, on avançait vraiment dans le brouillard. On n'avait pas de visibilité, on savait pas trop comment faire. Donc quand je te dis qu'on a tâtonné au début, c'est qu'on disait on sait qu'on travaillait beaucoup avec un système d'API. Pour nous, c'était hyper important et donc c'est vrai que c'est très précieux de pouvoir de façon très facile récupérer des informations, générer des actions depuis un petit bout de code. La question, c'est comment est-ce que tu fais pour lier ça en fait à une interface qui soit très user-friendly. Et du coup, à titre d'exemple, au tout début, c'était quelque chose qui était fait un peu de brick et de broc. On est passé par un Google Sheet qui nous servait un peu de back-end avec un typeform qui était un peu customisé aux couleurs Luco de façon à ce que tout soit bien expliqué, etc. Et avec ça, on a lancé quelques petits scripts qui nous permettaient de récupérer le prix, de générer un lien de paiement, générer un contrat, et ce de façon entièrement en ligne, quoi. Okay. Donc c'est une expérience qui était assez intéressante, qui avait à la fois ses forces et ses faiblesses. Ça vous a pris combien de temps, juste pour imaginer un petit peu entre le moment où vous vous êtes dit on doit tester ce marché et puis
je sais pas, la première personne qui a pu soumettre le formulaire. C'est une très bonne question. La réflexion, elle a commencé, je pense, début novembre, je dirais. Le développement vraiment du produit en tant que tel, il s'est fait, je pense, début janvier. Et on a lancé le produit un mois et demi après. Donc, c'était quand même assez rapide. Ok, ouais. Oui, par rapport à une démarche, je pense, plus classique, où il aurait fallu faire intervenir une équipe tech, des designers, etc. Ouais. Et surtout, alors, il faut tenir en compte le coût à l'entrée, parce que forcément, quand tu tâtonnes un peu comme ça, tu as forcément un temps d'apprentissage. Et c'est vrai qu'on a beaucoup cherché, on a beaucoup tâtonné, on s'est trompé. Par contre, je pense vraiment qu'une fois que ce produit était lancé, on pouvait très bien le reproduire assez facilement sur d'autres produits. C'était pas quelque chose qui était forcément très compliqué à reproduire. Ouais. Et c'est ça aussi l'avantage, c'est que je pense que si on avait lancé un produit avec le même process, je pense que ça aurait pris vraiment quelques jours pour le faire. En fait, c'est le coût d'itération aussi, quoi. Exactement. En fait, l'idée, c'est de dire aussi, on est en train de lancer une démarche. On sait qu'on a plein de nouveaux produits qu'on va lancer plus tard. Donc aujourd'hui, on teste, on apprend. Et dès qu'on a vraiment trouvé quelque chose, on sait qu'on sera on sera vraiment capable de le reproduire très facilement et l'étendre à d'autres produits. C'est vraiment ça l'idée. Ouais. Je voulais juste revenir sur un point que tu as évoqué avant, qui était intéressant, mais ça rentre un peu justement dans tout ça. C'est le côté UX, parce qu'en fait, on a beaucoup parlé de tech depuis le début, mais c'est vrai que au-delà du fait que tu vois votre site, et tout ce que vous faites soit beau, moderne, mais c'est aussi, comme tu dis, c'est très simple. Tu vois, vous faites partie de cette nouvelle génération d'outils, de produits comme Alan, où tout est simplifié, quoi. Je veux dire, c'est presque agréable, entre guillemets. Moi, j'ai pas de phobie administrative, mais n'empêche que tu te cours pas à faire ton truc d'assurance, etc. C'est des trucs qui sont pas, où t'as une appréhension, quoi. Et je pense que vous essayez de simplifier ça. Exactement. Ça, c'est aussi vraiment un truc de design, quoi, finalement. Exactement. Donc, le design, il est hyper important. Et d'ailleurs, on parlera de Bubble, je pense, après, mais Bubble... Justement, après, on va faire le lien. C'est super intéressant comme transition. Mais c'est vrai que la question de l'interface utilisateur, pour nous, elle est cruciale, parce que forcément, si tu poses quelque chose qui est pas forcément intuitif ou qui t'aide pas forcément dans tes démarches, ça peut être un peu compliqué pour un utilisateur de souscrire à un produit. Et donc, nous, notre but, c'est aussi de démocratiser ça, c'est de rendre les choses simples, transparentes et de façon très pédagogique. Donc, l'idée, c'était quand même vraiment de pouvoir respecter cet objectif-là. Oui. Et tu vois, tu disais au début, vous avez fait avec Typeform, et c'est vrai que Typeform, c'est assez connu pour être un bel outil de formulaire, il y a pas mal de conversions, mais il n'empêche que c'est pas exactement la même expérience. Peut-être que vous auriez voulu faire exactement le même design, l'intégration parfaite. Forcément, on cherche beaucoup la fluidité. Donc, une fois que tu as fait ton parcours, tu as répondu à quelques questions pour, du coup, nous, on comprenne quel est un peu ton risque. Y a tout ce qui va avec. C'est concrètement comment est-ce que tu affiches tes garanties, comment est-ce que tu comprends ce que ton contrat va couvrir, éventuellement est-ce que tu veux moduler ton contrat. Donc ça, on n'était pas du tout capable de le faire depuis un Typeform. Ouais. Donc on s'est posé beaucoup de questions d'ailleurs à ce sujet-là. On s'est demandé est-ce qu'on passe sur un Webflow, est-ce qu'on passe sur un Bubble. On a beaucoup hésité. On a finalement opté sur Bubble parce que du coup cette interface, ce produit, elle te propose justement d'avoir à la fois ta partie design, ta partie back-end et surtout d'avoir un plugin API qui te permet justement de te connecter, de te plugger à tout un système, tout un écosystème d'API, quoi. Et ça pour nous, ça a été la clé. En fait, c'est intéressant. Alors, du coup, ce que je comprends, si tu peux peut-être clarifier, c'est vous avez tout votre système d'information qui est fait par des devs, j'imagine, et qui prévoit d'avoir du coup ces interfaces via des API pour pouvoir être appelé. Et donc, vous avez utilisé Bubble finalement un peu comme un front-end, comme une interface, mais pas tant que ça, peut-être la base de données, etc. Non, j'imagine vous communiquez... Pour être honnête, alors je dirais pas qu'on n'est pas autonome par rapport à notre système informatique. Je pense que l'idée du test and learn, c'est que justement on ait une certaine autonomie, une certaine agilité. Donc non, tous nos DB sont gérés sur Bubble. D'accord. Okay. Et pour le coup, c'est un choix qu'on a fait de vraiment partir sur plein d'outils. D'ailleurs, on a quasiment repris plein d'outils qu'on avait au tout début de Luco. Donc notamment pour le paiement, on utilise Stripe, donc qui est une API qui est très très fournie. Ouais. Il y a plein de solutions qui existent et qui sont hyper efficaces où tu peux te plugger très facilement. Donc on a fait ce choix dans un premier temps de partir sur des outils qui sont vraiment très flexibles, offerts par des partenaires, avant du coup de pouvoir se plugger donc à nos propres API. D'accord. Et ça vous permet d'être plus autonome, plus indépendant. Exactement. Parce que en fait, le problème de ça, c'est que dès que tu commences vraiment à t'intégrer à tout ton système, ton propre système informatique, forcément, tu dépends aussi des ressources dev et donc tu perds un peu en agilité. Et donc là, on a fait ce choix d'être vraiment sur des solutions qui sont proposées et qui marchent, quoi. Concrètement, qu'on avait déjà testé au tout début de Luco. Et donc, ça nous offre aussi cette agilité qu'on recherche. Ok, non, c'est intéressant, parce que moi, du coup, j'avais l'impression que c'était l'inverse, mais mais c'est vrai que j'avais pas forcément vu ce point-là. C'est vrai que, imaginons, par exemple, dans l'API, il manque
une ressource ou un truc, bah, tu vas devoir solliciter un dev et tu perds le bénéfice toi, de ton autonomie avec Bubble. Exactement. Et puis les services clients, en tout cas des solutions qui sont offertes par nos partenaires sont quand même assez efficaces. On a quand même généralement des réponses très rapidement. Donc c'est aussi, je pense, un gain en termes de rapidité qui est intéressant. Ok, non, c'est un très bon usage. Et alors du coup, par exemple sur ce projet-là, précisément, où est-ce que vous en êtes? Donc là, c'est du Bubble actuellement, si les gens y vont. Oui, tout à fait. Est-ce que ça va le rester? Est-ce que ça va... Donc l'idée, c'est vraiment que, effectivement, donc c'est un projet qui est fait sur Bubble, qui comprend toute la partie interface utilisateur, la partie souscription, également la partie back-office, donc pour tout ce qui est gestion de nos contrats en interne, et aussi l'espace client. Donc vraiment tout est fait sur Bubble. L'idée, c'est que vraiment on utilise ce produit sur Bubble donc aussi longtemps qu'on le juge en fait utile, dès lors qu'on sent qu'il y a vraiment une traction commerciale, qu'on sent qu'il y a quelque chose et qu'il faut du coup qu'on le passe vraiment dans un projet scalable et maintenable. Là, on le passera au niveau des développeurs. Donc l'idée, c'est vraiment que dans un premier temps, on reste sur un truc vraiment autonome, on apprend, on itère, on modifie éventuellement le produit en fonction des retours qu'on peut avoir, et ensuite, dès qu'on a trouvé une certaine stabilité, on le fait passer donc à des développeurs qui vont pouvoir faire quelque chose de vraiment scalable et totalement intégré à notre système. Et est-ce que vous avez, je sais pas, des métriques? Qu'est-ce qui va faire ce déclenchement, enfin, tu vois, ce passage? Je pense que c'est vraiment l'apprentissage du marché, c'est les retours des utilisateurs, vraiment. Donc, on fait beaucoup d'appels avec nos clients, on essaie de comprendre pourquoi il y a des choses qui sont pas forcément compréhensibles pour eux. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui n'existent pas? Je te donne un exemple très précis. Aujourd'hui, quand tu veux souscrire un produit chez Luco, tu peux uniquement payer par carte bancaire à la souscription. Nous, on est en train de mettre en place un nouveau système qui te permet de mettre ton CEPA, ton paiement par CEPA, dès la souscription. Donc, c'est quelque chose qu'on teste, d'ailleurs, qui sera super intéressant pour toute la boîte parce qu'éventuellement, c'est quelque chose qu'on pourra éventuellement répondre après. Mais voilà, donc on essaie de voir les retours, on essaie de voir si les gens sont effectivement plus contents, si ça leur facilite la vie. Et si c'est le cas, bah, très bien, on garde et puis on élargit en fait à tous nos produits. Ouais. Et ça, vous pouvez le faire plus vite. C'est très rapide, honnêtement. Franchement, c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en place très rapidement, ne serait-ce que parce que du coup, on est totalement autonome sur Bubble. Et d'ailleurs, il y a un autre avantage, c'est qu'effectivement, je pense que un des inconvénients de Bubble, c'est un peu le coût à l'entrée au tout début, notamment si tu veux faire quelque chose d'assez poussé. En tout cas, nous, on voulait vraiment reproduire telle quelle l'expérience client de Luco, donc et notamment toute la partie interface utilisateur. Donc c'est assez complexe, mais on sent que maintenant on commence à acquérir une certaine maturité sur l'outil, qui fait qu'en fait chaque développement devient beaucoup plus facile et beaucoup plus même structuré, quoi. Quand tu parles de coût, c'est du coût de compétences, quoi. J'ai envie de dire, exactement. C'est pas financier. Toute la formation en fait que tu suis derrière, donc c'est tous les tutos YouTube qui existent, que tu suis. Donc c'est assez riche. J'aime beaucoup ça, cette communauté Bubble qui te permet d'avoir des réponses à tes questions assez facilement. Donc il y a vraiment un forum Bubble sur lequel grosso modo tu trouves la réponse à ta question. Tu as beaucoup de vidéos qui existent, des formations. Comment vous vous êtes formé, vous, du coup? Nous, vraiment sur le tas, pour le coup. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir notre progression là-dessus. Au début, typiquement, quelque chose qui est assez intéressant, c'est le côté responsive, donc le fait que tu puisses avoir une app qui soit... des points quand même. Exactement. Un petit peu chez Bubble. Oui, c'est vrai. Mais malgré tout, au début, on faisait pas quelque chose de responsive et progressivement, on a appris, on a regardé les tutos, les vidéos qui étaient disponibles sur Bubble et que Bubble a fait. Et voilà, donc on a appris et donc on est monté en compétences. Ok. Et vous êtes combien à utiliser Bubble? Ouais. Aujourd'hui, on doit être, je pense, entre 5 et 10 personnes. Ok, oui, quand même. Non, c'est pour voir aussi, est-ce qu'il y a parce que tu vois, c'est plus facile d'apprendre à plusieurs. Ouais, exactement. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un peu plus expert ou vous avez tous... Parce que tu vois, dans le dev, souvent, tu as un junior qui apprend auprès des plus âgés. Enfin, tu vois, il y a une espèce de transmission comme ça. Ouais, exact. Mais là, j'imagine peut-être un peu moins ça. C'est super intéressant. En fait, je pense qu'effectivement, on est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt pour nous. Je pense qu'on monte tous rapidement en compétences. On commence tous à avoir, entre guillemets, les bonnes pratiques. Après, effectivement, on est en train de réfléchir notamment à des systèmes d'académie en interne chez Luco pour pouvoir justement transmettre ces informations. On n'hésite pas beaucoup à documenter ce qu'on a fait, les choix qu'on a fait. Et c'est pour avoir du coup sondé vraiment la boîte en interne, c'est quelque chose qui intrigue et qui intéresse les gens. Donc ils ont envie de savoir ce que c'est que Bubble, comment est-ce qu'on a fait pour monter notre produit et comment limite eux pourraient le répliquer de leur côté. Donc on sent cet intérêt. On est en train de mettre tout ça en place, un système d'académie, je dirais, en interne, de formation en interne et de transmission en interne entre les salariés. Et on sent qu'il y a un vrai intérêt pour ça. C'est super intéressant. S'il y a des choses, il faudrait qu'on en parle si jamais ça vous intéresse. Avec plaisir. Oui. Avec plaisir. Mais tu vois, pour le coup, c'est la première fois aussi, je pense que j'entends ça. Forcément, nous, on est je pense beaucoup sur la formation, moins sur Bubble, mais néanmoins intéressé par ça. Et tu vois, de voir des sociétés en interne qui forment, enfin, tu vois,
enfin, le mot académie, tu vois, le fait que c'est pas anodin, tu vois, d'employer ça, je trouve ça très intéressant parce que même si non, ça se voit que vous avez aussi quand même cet ADN tech. Ouais. Alors, je souligne, alors c'est hyper important la transmission du savoir en interne. Après, on n'est pas non plus fermé, tu vois. On se dit pas, on prétend pas tout savoir. Non, donc, on suit également des formations en externe. On a déjà des agences qui nous aident aussi, qui nous forment sur ce qu'on appelle le low code, qui, je dirais, est un peu une formation, enfin, quelque chose d'un peu plus complexe que le no code. Il y a un peu plus de code, quoi. Ouais. Sur quels outils, par exemple? Sur il y a du Airtable. En fait, il y a beaucoup de choses, hein, Bubble, Google Sheet, etc. Du JavaScript. Concrètement, comment fonctionne une page web. Enfin, juste pour que toutes les parties prenantes de chez Luco puissent comprendre concrètement ce qui se passe derrière une page web, quoi. Ouais. Les API notamment aussi est hyper important, donc ça c'est hyper important. Enfin, moi je pense que c'est un peu un des écueils du no code dans un sens, c'est de croire que on peut cliquer un peu comme ça n'importe comment et qu'on va faire, alors qu'il y a des fondamentaux en dessous. Exactement. Qui sont pas que du code. Enfin, comprendre les API, c'est comprendre le protocole HTTP. Exactement. Et donc. Et puis t'es pas à l'abri d'erreurs, donc il faut aussi pouvoir prévoir les erreurs. Il faut pouvoir gérer tes bases de données si tu veux avoir un peu la prétention de faire des gros volumes. Donc forcément, il faut que tu puisses penser à ça. Donc il y a quand même effectivement des fondamentaux que tu dois respecter. Et c'est pour ça que c'est hyper important de pouvoir se former ou limite. Et nous, on n'hésite pas aussi à parler aux devs quand même, à droite à gauche, de leur dire, écoute, est-ce que tu n'aurais pas un petit tip quand même? Là, je sais pas trop comment tu ferais ma place. Ouais. Ça veut pas dire qu'on en prend beaucoup de temps, mais c'est juste, on n'hésite pas à échanger avec eux, quoi. Mais c'est intéressant parce que justement, c'est un des points sur lesquels je voulais venir, cette collaboration avec les développeurs. Et tu vois, c'est vrai que typiquement, quand on parle de ces fondamentaux, moi, je me dis automatiquement, c'est vrai que dans une boîte comme ça où il y a beaucoup d'expertise très tech, forcément, il doit y avoir des gens qui pourraient transmettre ces fondamentaux aux no-codeurs, enfin, aux gens non initiés au code, quoi. Ouais, mais même eux sont preneurs en fait d'être formés sur Bubble, hein. On sent aussi qu'il y a de l'intérêt. Ils se demandent tiens, c'est intéressant, c'est quoi cet outil, qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment est-ce que ça peut éventuellement modifier mon travail. Donc c'est quand même des problématiques qui sont intéressantes pour eux. Après, nos relations avec les devs, honnêtement, elle est excellente. Et je pense que c'est vraiment, on a une relation qui est très saine avec eux et pas du tout de compétition ou de volonté de grignoter leur travail. Au contraire, je pense que eux travaillent vraiment sur des projets beaucoup plus long terme, structurants pour la boîte. Technique peut-être. Technique, voilà. Et puis c'est propre. Honnêtement, le travail est quand même propre. C'est quand même des spécialistes du code. Donc clairement, nous sur Bubble, on fera pas la même qualité du travail que des développeurs sur. Mais parce qu'il y a peut-être pas le même enjeu aussi. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Exactement. Quand tu es au début, quand tu lances un produit. Enfin, il faut pas faire n'importe quoi, mais néanmoins, on peut se permettre des choses. Alors que, surtout, j'imagine, vous avez quand même, au niveau de l'assurance, etc., des contraintes, de sécurité, des choses comme ça. Une fois que c'est stabilisé, là, on peut plus plaisanter, entre guillemets. Oui, mais c'est pour ça que c'est important de travailler main dans la main avec eux pour qu'eux aussi puissent nous insuffler les bonnes pratiques et aussi nous guider dans des choix qui peuvent être aussi déterminants. Donc, oui, pour éviter ce moment où ils récupèrent le truc et puis en fait c'était fait Exactement. Non, mais tu vois, mais c'est super parce que tu vois, ça montre bien à quel point il n'y a aucune raison, et nous en fait on n'en observe pas vraiment, tu vois, de clivage entre les développeurs et les no-codeurs. C'est un truc plus, c'est une perception que les gens qui sont ni dans l'un ni dans l'autre, on va dire, des côtés peuvent imaginer, alors qu'en fait il y a tout à gagner justement à avoir ce fonctionnement main dans la main. Vous les déchargez de certaines choses, eux peuvent ensuite travailler sur des choses mieux ficelées, pas refaire 40 fois le même projet. Exactement. Côté très fonctionnel. Enfin, vous défrichez avant de défricher la technique, le côté fonctionnel, vraiment ce qu'il y a à faire dans le projet, quoi. Exactement, oui. Mais non, c'est super témoignage parce que je trouve que c'est vraiment le fonctionnement que, à mon avis, doit se répandre dans plein de sociétés comme ça. Ça dépend, après ça dépend des contextes, mais... Forcément, oui. Ça va prendre du temps, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de boîtes qui prennent aussi ce pli-là. Enfin, je sens quand même aussi un essor beaucoup du no-code et justement de cette volonté d'insuffler vraiment de la tech à tous les niveaux des boîtes. Donc je pense que c'est juste une question un peu de temps. Ouais. Après, tu vois, moi je pense que malheureusement, il y a des boîtes qui en sont encore à découvrir l'agilité, le lean startup, etc., avec des équipes techniques, ce qui est déjà un gros progrès, quoi. Enfin, moi je suis déjà même le no-code, je trouve que les méthodes agiles, toutes ces choses-là sont fondamentales. Et après, en plus, sur la technologie, on peut en plus un peu simplifier les choses, mais tu vois, donc, à mon avis, ils sont loin. Mais enfin, moi, c'est aussi pour ça qu'on fait le podcast, hein, c'est pour inspirer les gens, justement,
Donc, justement, tu dis que vous documentez beaucoup de choses, vous partagez. Est-ce qu'il y a peut-être un moment, une volonté aussi de partager peut-être en externe certaines choses? Je sais pas. C'est une bonne question. Aujourd'hui, on ne s'est pas forcément posé la question. Alors, le fait qu'on fasse ce podcast, c'est aussi qu'on veut quand même c'est chouette. Faire un retour d'expérience sur le co, parce qu'on pense que ça peut être hyper intéressant pour des boîtes comme la nôtre, ou même pas forcément, même des startups qui veulent se lancer. C'est vrai que honnêtement, pour moi, des produits comme Bubble, c'est quand même hyper utile. Honnêtement, ça permet quand même de lancer un produit assez rapidement avec vraiment très peu de ressources dev, et on sait que les ressources dev sont très prisées et assez rares sur le marché. Donc effectivement, ça peut être un témoignage aussi pour montrer à d'autres boîtes un peu similaires, des startups notamment, ou peut-être aussi des cellules un peu innovation dans les gros groupes, pour voir comment est-ce qu'on s'y est pris. Donc avec grand plaisir du coup pour pouvoir échanger là-dessus. Je pense que c'est hyper intéressant. Tout ce que à mon avis vous publierez sur ce sujet, etc., sera intéressant et lu et suivi. Et effectivement, c'est vrai que des gens qui lancent un projet, maintenant, je pense que intuitivement, ils ont compris que de toute façon, ils ont peu de moyens, ils n'ont pas accès à des devs, donc il n'y a pas le choix. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est un contexte comme le vôtre, ou de pas mal de scale-up, comme tu dis, ou de grands groupes, où il y a des ressources de dev, etc., mais où, en fait, on peut ne pas forcément les solliciter pour toutes les raisons qu'on a évoquées justement jusque-là, mais je pense que ça aussi, ça doit être inspirant. C'est pas parce qu'on a des devs, on a eu plusieurs fois déjà ce témoignage mais c'est pas parce qu'on a des devs qu'il faut les solliciter pour tout, quoi. Surtout que eux, je pense que les enjeux sont les mêmes, que ce soit sur les grosses boîtes ou pour les grosses boîtes ou pour les petites startups comme nous. C'est quand même des ressources encore une fois très prisées, ils ont beaucoup de sujets, et l'enjeu aussi c'est de pas polluer leur travail. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant quelle que soit la taille de la boîte, quoi. Tout à fait, et là on a pas mal parlé du côté produit, mais si je reviens un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure aussi sur le côté plus ops au sens large, tu vois, si les RH ils veulent automatiser quelque chose, il y a ce côté mettre les mains dans le cambouis aussi. Et là, c'est plus une question de ressources, etc. Parce que moi, je pense que là-dedans, je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est aussi parce que ça autonomise les gens, quoi. Donc s'ils peuvent prendre la main. Tout à fait, exactement. Oui. Et donc, et par rapport à ça, est-ce que, de toute façon, j'imagine que c'est un peu la même logique. C'est marrant parce que vous avez vraiment ces deux aspects qu'on évoque souvent dans le no-code, c'est le côté produit, lancement de produit, et le côté automatisation, optimisation. Tout ce qui est automatisation, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui existent, encore une fois. Donc je reviens au début de Luco. Donc quand on lançait ce service de résiliation des anciens contrats, toute la question c'est la même. C'est comment est-ce qu'on fait avec peu de ressources pour pouvoir automatiser l'envoi des lettres de résiliation. Comment est-ce qu'on fait en interne pour pouvoir suivre l'avancement de ces envois. Comment est-ce qu'on fait pour tenir au courant les utilisateurs, et ceux avec aussi des ressources, encore une fois, opérationnelles qui sont très limitées aussi. Donc là aussi, il y a plein d'outils qui existent. Zapier, c'est quand même très efficace. Je pense aussi à Integromat. C'est quelque chose que j'ai pas encore testé, mais il y a plein d'outils qui existent qui nous permettent aussi d'automatiser ça de façon très rapide. Et voilà, pour des gains de temps vraiment, je pense, considérables et très précieux pour des petites boîtes comme les nôtres. Une petite question. Pourquoi est-ce que vous êtes parti sur Zapier plutôt qu'Integromat au début? Très bonne question. Honnêtement, il y a zéro rationnel. C'est juste que Zapier, donc Raphaël connaissait bien, donc qui était le fondateur de Luco et avec qui je travaillais, et puis il m'a dit tiens, d'ailleurs, moi je connais cet outil, essaie de voir comment ça peut marcher et comment est-ce que tu peux l'utiliser pour tes besoins. Donc voilà, je me suis lancé sur Zapier. Après Integromat, j'ai jeté un petit coup d'œil assez récemment. Je l'ai trouvé beaucoup moins intuitif que Zapier. J'ai beaucoup aimé le fait que Zapier soit encore une fois très intuitif, que ce soit très bien indiqué, très user-friendly, j'ai trouvé. Alors que je trouvais Integromat un peu plus complexe techniquement. C'est juste l'a priori que j'ai eu. Après, encore une fois, je pense que ça mérite d'être testé. C'est quand même des outils. Moi, je pense que je peux très honnêtement. Moi, je pense pas que ce soit un a priori. Je pense que c'est vrai. Nous, c'est pour ça qu'on forme en priorité à Zapier. En fait, je te pose cette question parce que on est en train de finir notre formation. On va la publier la semaine prochaine, notre formation ceinture noire à Zapier. D'accord. Donc, un niveau très avancé, avec des boucles, des choses comme ça. Vraiment. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on fait des bêta-tests en fait de nos formations. Il disait oui, mais en fait, tout ça, on peut le faire aussi dans Integromat, tu vois. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais c'est vrai que est-ce que des gens qui en sont à ce niveau-là d'utilisation de Zapier, est-ce qu'ils ne devraient pas switcher sur Integromat? Et en même temps, justement, c'est pour ça que en réalité, les gens dans l'écosystème se rendent pas forcément compte à quel point Zapier est beaucoup plus présent qu'Integromat en réalité. Je pense qu'encore une fois, c'est l'aspect très intuitif de Zapier qui fait que c'est beaucoup plus démocratisé. Je pense. Après, honnêtement, ces deux outils, c'est très subjectif. Ça dépend beaucoup du feeling qu'on peut avoir par rapport à l'outil. Donc, c'est sûr que l'interface joue beaucoup dans le choix de l'outil qu'on pourra utiliser.
Voilà, ouais. Après, il y a aussi quand même beaucoup plus d'applications qu'on peut connecter avec Zapier. Il y a des choses aussi un peu factuelles. Après, les gens, souvent, en fait, ce qu'ils voient, mais ça, c'est un peu un biais de notre écosystème, un petit peu de makers et de gens indépendants. Et justement, c'est pour ça aussi, moi, que j'aime bien dans ce podcast, sortir un petit peu de ce contexte. Ils se disent, OK, Zapier, c'est plus cher qu'Integromat. Tu vois, et vous, j'imagine que votre facture de Zapier doit être assez conséquente. Du coup, oui. Mais néanmoins, à mon avis, ça vous rend tellement service que oui. c'est pas une discussion. Mais je sais pas, ça, je serais curieux de savoir. Je sais pas, d'ailleurs, est-ce que tu as un ordre d'idée si c'est pas indiscret Du coup, que ça peut représenter chez Luco. Ouais. Honnêtement, j'en ai aucune idée, pour être franc. Ou juste même en nombre de tâches, tu sais pas non plus forcément. De Zapier, franchement, il y en a plein. Enfin, en fait, que vous exécutez chaque mois, tu vois. C'est une très bonne question, honnêtement. J'avoue que j'ai pas du tout regardé les chiffres avant le podcast, mais je pourrais te renseigner après coup. Ouais, je pense que demander avant. C'est la première fois en fait que je pense, mais je vais demander un peu. Des fois, c'est des trucs de stade. Non, mais parce que j'imagine que c'est assez. Je pense qu'il y en a beaucoup. Oui. Parce que vraiment, c'est à tous les niveaux, que ce soit au niveau des partenariats pour générer tes contrats, suivre l'avancement des contrats que tu peux signer avec eux, que ce soit au niveau opérationnel pour suivre, je sais pas, les demandes que tu reçois, que ce soit pour les nouveaux projets, de pouvoir, ou même rien que tu vois faire un petit Zapier qui lie ton Typeform à un Slack. Pour pouvoir unifier toutes les demandes que tu peux avoir sur un produit, rien que ça, c'est effectivement énormément de demandes ou de tâches entre guillemets que tu lances. Ouais, c'est ça, parce que même si c'est un zap trivial en 2 étapes, exactement, mais s'il s'exécute, j'imagine que vous avez des volumes de données. Exactement. Le Typeform, il est soumis 1000 fois par jour. Exactement. Si c'est cet ordre-là, mais ce serait super intéressant de creuser, mais je pense qu'effectivement, c'est des gros volumes. Bah ça, je veux bien. C'est l'occasion. Si t'as quelques, on les partagera après, mais je serais juste un ordre d'idée, mais je pense qu'il y a des sociétés qui ont vraiment des factures de Zapier très importantes. Ouais. Mais si on les chiffrait, tu vois, versus le temps, soit le temps de faire les trucs à la main, bon, ça c'est un peu bête, mais bon, ça pourrait être intéressant comme évaluation, ou juste le temps de développer ces automatisations-là, ça, à mon avis, ça serait un truc qui serait plus juste, puisque ça aurait été la manière de faire avant Zapier, ou c'est la manière de faire d'ailleurs dans certaines boîtes, quoi. Là, à mon avis, c'est intéressant, quoi. Ça met en perspective les choses, quoi. Ouais. Après, le temps de mettre en place un Zapier, ça dépend encore une fois beaucoup du temps que tu as passé à lancer d'autres Zapier avant. Donc, forcément, ça dépend aussi de ton vécu. Et je pense que plus t'en lances, plus c'est facile pour toi aussi c'est ça, d'en mettre en place. Ouais, non, non, j'ai pas trop de doutes. Ouais. Non, je réfléchis parce que tu vois, j'avais fait une mission dans un grand compte où ils avaient des sujets comme ça d'automatisation, mais c'était que entre des outils d'éditeurs qui n'ont pas d'intégration Zapier. Clairement, de toute façon, eux, c'était même pas le sujet, ils n'utilisaient pas Zapier ni rien. Et à chaque fois, quand il fallait créer une nouvelle interface, et ça passait par des fichiers CSV, des protocoles, des trucs du passé, tu vois, un fichier CSV déposé qui était toutes les heures consulté, tu vois, pour être ensuite injecté dans une base de données. Ouais. Mais déjà, au-delà du fait que technologiquement, tu vois, je trouve quand même pas très robuste et tout, ça coûtait à chaque fois des milliers d'euros. Et il fallait que tu fasses chez l'éditeur A et aussi payer une prestation chez l'éditeur B pour qu'ils fassent le pont, puisqu'ils n'avaient jamais communiqué entre eux. Enfin, des trucs comme ça, à chaque fois, c'était des coûts. Bon. Ouais. Mais bon, vous avez jamais connu ça, j'imagine. Non, tu vois, le début. C'est vrai que j'ai moins d'expérience à la matière, mais. Non, mais voilà. Mais ça, faudrait aussi que je fasse des épisodes un peu là-dessus, sur un peu ce côté automatisation à l'ancienne, tu vois. Non, écoute, on a évoqué un petit peu tous les points. Peut-être un petit peu sur la vision, ce qu'il y a à venir, un peu la roadmap, notamment le développement de ton équipe. Ouais, exactement. Alors, on a pas mal d'ambition sur l'équipe. On sent vraiment ce besoin d'avoir quelqu'un qui est vraiment... focus sur le no-code et quelqu'un qui nous permettra de développer ces plateformes de façon très rapide, agile. Voilà. Parce que forcément, ça demande aussi du temps. Et quand tu lances un produit, il n'y a pas que la partie produit qui compte, justement. On a toute la partie opérationnelle, la partie grosse, ce qu'on appelle la croissance, donc les partenariats, etc. Donc, il faut pouvoir gérer tout ça. Donc, on sent quand même le besoin d'avoir quelqu'un vraiment dédié chez Luco à ces sujets-là. Donc, je pense que, je dirais à court moyen terme, on prendra quelqu'un qui prendra en charge ces sujets. Après, je te le disais au tout début, en termes de projet, plus on avance, plus on sent qu'il y a des nouveaux sujets qu'on soulève, des nouveaux enjeux. Donc, tu vois, je pense notamment à Airbnb, aux locations temporaires, au télétravail. Donc, tu vois, tout ça, tous ces nouveaux enjeux, tous ces nouveaux usages, on sait qu'il y a quelque chose à faire. C'est soulevé par nos utilisateurs. Ouais. Et donc, on sait qu'à un moment, il va falloir qu'on lance quelque chose, un produit là-dessus. Donc, il y a plein de choses qui apparaissent. Donc à nous, tu vois, à nous de les relever et à nous de les lancer. Mais c'est pas un problème. Donc, je pense que chez Luco, il y aura
il y aura plein de nouveaux produits qu'on va lancer dans les prochains mois. Ouais, c'est ça. Vous voyez bien les besoins et vous êtes en train de rôder vraiment cette méthodologie pour les... C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu le décris très bien, oui. Non, mais c'est passionnant. Il faudra qu'on s'en reparle dans un an, par exemple, et voir un petit peu tout ce qui aurait été... Je pense qu'effectivement, ça peut être intéressant, ne serait-ce que pour vous faire un retour d'expérience sur nous, comment s'est passée l'expérience pendant un an, parce que je pense qu'elle aura quand même beaucoup évolué. Ouais. Donc, ce sera super intéressant, effectivement, de voir déjà comment est-ce que les projets qu'on a lancés actuellement ont évolué pendant un an. Éventuellement, qu'est-ce que ça a soulevé comme problématique? Est-ce qu'on a éventuellement changé d'outil no-code? Des limites que vous auriez atteint aussi. Exactement, oui. Peut-être que là-dessus, vous n'avez pas encore forcément beaucoup de recul. On n'a pas beaucoup de recul. Honnêtement, encore une fois, on est vraiment débutant. On a lancé le no-code vraiment... en tout cas, l'impulsion qu'on a actuellement, donc on l'a lancé quand même il y a à peu près 6 mois. Donc forcément, on manque de recul. Mais par contre, je pense qu'effectivement, rapidement, on va se rendre compte effectivement des limites qu'on peut avoir. Bubble, on est très junior là-dessus. On en manque encore un peu de maturité, mais voilà, je pense que ça va venir avec l'expérience et éventuellement peut-être il y a d'autres outils qui peuvent aussi émerger. Est-ce que là, comme ça, tu vois, tu identifierais un peu l'outil qui serait parfait pour vous, qui n'existe pas du coup, mais tu vois, théoriquement, tu vois, je sais pas, Honnêtement, Bubble s'en rapproche beaucoup. Ouais. En tout cas, avec nos enjeux à nous aujourd'hui, sur toutes ces questions d'outils qui centralisent à la fois la partie design, la partie back-end, la partie data, la partie intégration avec les API. Je pense que pour nous, c'est parfait avec les enjeux qu'on a actuellement. Donc, je pense que Bubble se rapproche très fortement de l'outil idéal qu'on voulait avoir et qu'on aille avec lequel on arrive vraiment à travailler et à lancer donc rapidement ces projets. Donc voilà, aujourd'hui c'est le cas et par contre voilà, nos besoins ils évoluent, donc peut-être que dans 6 mois, dans un an, ça aura changé. Peut-être que si vous deviez faire quelque chose peut-être plus spécifiquement sur du mobile ou... Alors, en fait ça dépendrait des cas peut-être... Tout à fait, et d'ailleurs c'est intéressant que tu dis ça parce qu'on a lancé aussi d'autres projets, donc notamment un projet qui s'appelle Léon qui permet en fait de mettre à disposition des utilisateurs un outil de recherche des appartements, des biens immobiliers que tu peux avoir sur le marché, que ce soit pour la location ou pour l'achat. Et avec ça, donc on a fait un truc sur app et on n'a pas du tout utilisé Bubble, donc je me souviens plus exactement du nom. Je crois que c'était un truc qui s'appelle Glee, quelque chose comme ça. Glide. Ouais, Glide, ouais, ça. Oui. Donc tu vois d'autres outils. Donc je sais que dans d'autres équipes, on teste d'autres choses. Ok. C'est intéressant. C'est les projets, les choses que vous allez avoir à faire qui vont vous stimuler entre guillemets et vous montrer, vous obliger à chercher d'autres solutions, quoi. Mais c'est pour ça aussi qu'on veut que les gens soient aussi très honneurs sur le projet, sur le no-code, c'est que on pense vraiment qu'il y a une intelligence collective aussi qui se met en place. Que chacun du coup va pouvoir creuser un peu de son côté et dire tiens, moi en fait j'ai un besoin qui est un peu différent. Je vois que cet outil-là, Bubble par exemple, ne satisfait pas totalement pleinement mes besoins et mes enjeux, donc je vais chercher ailleurs. Je vais regarder un peu les nouvelles boîtes qui sont créées et avec ça on va justement enrichir cette communauté en interne chez lui, quoi. Ouais, c'est intéressant. Mais bon, c'est ce que tu soulignes, tu vois, c'est vrai qu'actuellement quand même Bubble, par sa puissance et sa versatilité, j'ai envie de dire, est quand même un peu le choix par défaut le plus évident pour faire des produits, quoi. Ouais, exactement. Et puis après, vraiment, encore une fois, les besoins sont vraiment différents. On parle d'automatisation des tâches opérationnelles, par exemple. Je mentionnais notamment l'enjeu le fait de pouvoir résilier les anciens contrats de nos assurés. Donc, je pense pas qu'un Bubble soit forcément pertinent pour ça. Il y a plein d'autres outils qui existent, comme des Airtable que tu peux mettre en place, des Zapier aussi. Donc, tout dépend, encore une fois, de ton cas de figure. Bien sûr, ouais. Et comme tu dis, c'est la personne aussi qui est en charge de ce cas de figure qui doit être la plus à même de choisir. Super, écoute, merci beaucoup pour tout ça. J'ai 2 dernières petites questions on pose tous nos invités. Si tu avais un side project à faire en no-code, ça c'est plus toi personnellement, mais ça peut être quelque chose pour Luco éventuellement, qu'est-ce que ça serait et avec quelle techno? Honnêtement, franchement, le projet Bubble, c'est vraiment le truc dont je rêvais en fait depuis que je suis arrivé chez Luco. C'est quelque chose qui me dépassait. Honnêtement, le code, le produit, je trouvais ça assez fascinant parce que je baignais pas du tout là-dedans dans le milieu, donc quand je suis arrivé. Et donc le fait de pouvoir moi-même être autonome, indépendant, de pouvoir à la fois gérer mon front, mon back, mes data, mes API. Je me suis vraiment dit c'est ouf, je peux vraiment lancer tout ce que je veux. Et donc c'était vraiment un use case pour moi. Mais est-ce que tu aurais justement un produit que toi tu voudrais faire, tu vois, avec Bubble par exemple? T'as pas dans ton temps libre, en dehors, pas d'idée comme ça J'ai toujours rêvé de mettre en place une interface. Je suis un fan de tennis de base. Okay. J'ai toujours rêvé de pouvoir mettre en relation des joueurs de tennis pour qu'ils puissent jouer plus facilement et vraiment démocratiser l'accès. Donc on sait que pour les clubs de tennis, on est très lié en fait à son club de tennis et
Bon, à part effectivement les terrains municipaux, mais de mettre en place vraiment une vraie communauté de joueurs de tennis. Donc tu vois, c'est tout à fait quelque chose que tu pourrais mettre en place. Une plateforme de relation entre joueurs de tennis en fonction de ton niveau, une plateforme d'échange, des bonnes pratiques. C'est d'ailleurs un des use cases, je trouve, qu'on voit très souvent. Enfin, nous, quand des gens nous consultent, tu vois, pour faire du bubble, tu vois, plateforme d'intermédiation, marketplace, tout ça, c'est vrai que c'est hyper adapté, quoi. Et même pédagogiquement, en plus, je trouve que c'est un super moyen d'apprendre bubble parce que tu vas voir un petit peu tous les aspects. Base de données, mise en relation, les échanges, toute la logique un petit peu de tout ça, quoi. Ouais. Ok, bah écoute, super. Où est-ce qu'on peut te suivre et éventuellement suivre aussi ce que vous faites chez Luco? On publie beaucoup, on a beaucoup d'articles sur Medium, donc là je suis en train d'écrire un article sur Medium justement pour partager mon expérience donc chez Luco sur le lancement de ces nouveaux produits. Donc voilà, Medium. On pourra me donner le lien, que je le partagerai. Ouais, carrément, ouais. Et sur LinkedIn. Ça peut être de Twitter. Voilà, on est très présent là-dessus sur tous ces sujets. Alors Twitter pas forcément spécifiquement sur le no-code, mais en tout cas, on n'hésite pas à partager toutes ces infos tous ces nouveaux sujets sur lesquels on travaille. Donc tu peux facilement nous suivre effectivement sur les réseaux sociaux. Ok. Eh ben écoute, je partagerai tout ça. Merci beaucoup pour ton temps. Merci Alexis. Et puis on se dit dans un an. Alors écoute, avec grand plaisir. Tout ça. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé comme d'habitude. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé en message privé ou sur le Slack au moment où je posterai ce message. Ça sera sur le channel podcast Contournement comme toujours. Donc voilà, n'hésitez pas sur le Slack de No Code France. Moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Regardez dans les notes de l'émission, on a complété évidemment et récapitulé tout ce qu'Alexandre nous a dit. C'est vraiment, il y a plein de ressources. Si vous êtes intéressé par Bubble, nous, vous savez, chez Contournement, on ne propose pas de formation à Bubble, mais n'hésitez pas à aller voir les amis d'Auto. C'est le meilleur bootcamp pour apprendre à lancer son projet, à mon avis, dans la lignée de ce qu'on fait chez Luco. C'est pour mettre en œuvre ce qu'évoquait Alexandre, c'est un très bon moyen. Et puis sur tous les autres outils, Zapier, l'automatisation, n'oubliez pas que nous avons des formations également. Voilà. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin ou début de journée, suivant où vous en êtes dans votre journée. Et pour le prochain épisode, eh bien, j'aurai le plaisir de recevoir Georges Duverger de Draftbeat, qui est le directeur produit de chez Draftbeat, un outil no-code qui permet de faire des applications mobiles natives, que vous connaissez peut-être. Si vous ne le connaissez pas, vous allez avoir l'occasion de le découvrir et vous verrez que c'était passionnant. Enfin, j'ai beaucoup aimé cette discussion avec Georges. Alors, à nouveau, là, on passe côté éditeur et on voit toutes les difficultés et tous les questionnements que se posent les éditeurs pour réaliser des produits no-code satisfaisants pour que des gens comme Alexandre ou vous-même puissiez les utiliser avec plaisir. Voilà, je vous laisse ici et je vous souhaite à très bientôt.